Merci de nous recevoir chez vous. Ce n'est pas pour se plaindre, hein, mais c'est connu. Les journalistes vieillissent très rapidement. C'est dû à quoi? Peut-être au stress lié à ce métier, à leur train de vie qui n'est pas souvent terrible. Ceux qui sont dans le milieu de la finance, les banquiers, les hommes d'affaires, les hommes d'État ont peut-être beaucoup plus de chance. Raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau Toute la vérité un jeune de 64 ans, Abdoul Mbaye. Bonjour. Bonjour, Pape Chersila. Oui, c'est vrai, machallah, vous vieillissez bien, non? Écoutez, justement pour évacuer le stress, parce qu'il est également très important dans la vie d'un financier, d'un banquier, il est également très important dans la vie d'un Premier ministre, il est très important dans la vie d'un opposant en Afrique. Et pour évacuer ce stress, je m'efforce de faire du sport et c'est probablement ce qui me maintient. Oui, le père Keba Mbaye, il est connu qu'il était passionné de tennis. Il était passionné de tennis, il fut ensuite passionné de golf. On connaît moins évidemment ses premiers pas de footballeur, mais il a laissé un passé d'encadreur, de manager de sport. Et c'est par le football qu'il est venu d'ailleurs dans le management du sport. Écoutez, moi, le sport que je préfère, c'est le football, mais je ne le pratique plus, bien évidemment. Et aujourd'hui, après avoir fait du tennis, d'ailleurs, comme le père, je me suis mis au golf. Donc, une trajectoire qui ressemble à la sienne également en matière de sport. Oui, golf. Homme d'affaires, je disais, banquier, homme d'État, directeur général BHS, Banque de l'Habitat du Sénégal, Banque sénégalo-tunisienne également, à la direction, et puis Attijari Bank Sénégal, premier chef de gouvernement sous Macky Sall. Oui, c'est ça le parcours très rapidement. Premier ministre du Sénégal le 3 avril 2012, vous avez duré 1 an et demi. À la 17 mois, très exactement. À la primature. Beaucoup vous voient comme surtout un homme d'affaires et non un politique. Vous comparez même à Mamadou Lamine Loum. Après la primature, beaucoup de Sénégalais rêvaient de vous voir poursuivre votre carrière, disons, de diplomate pour vendre la destination Sénégal ou bien représenter ce Sénégal dans des institutions financières internationales. Parce que votre parcours, toujours, vous êtes passé par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi la Sorbonne, l'école des hautes études de commerce de Paris. Ça pouvait vous mener, pourquoi pas, au FMI. C'est dommage, non, de faire de la... Je vais vous étonner, Pape Cher, mais je n'ai jamais été un homme d'affaires. J'ai essayé de l'être. Ah bon? Mais je suis d'abord un fonctionnaire international, puisque mon premier métier fut d'être agent de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, je suis arrivé à la Banque de l'Habitat du Sénégal un peu par accident, sur le chemin, sur la route du Fonds monétaire international, où je devais me rendre en juillet 1982, sur décision des autorités de la Banque centrale. Et c'est à ce moment-là que les autorités de mon pays m'ont demandé de venir assurer le redressement de la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui à l'époque se trouvait en difficulté. Donc je suis resté fonctionnaire de la Banque centrale en mission auprès du gouvernement du Sénégal pour des missions d'État, disons. Des missions d'État. Des missions de redressement d'établissements bancaires, puisqu'il y a eu d'abord la Banque de l'Habitat du Sénégal, puis la BIAO du Sénégal, puis la Banque sénégalo-tunisienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, disons, travailler pour mon propre compte, puisque j'ai pris ma retraite anticipée de la Banque centrale et j'ai continué d'assurer la direction générale de la Banque sénégalo-tunisienne. Je suis devenu, comme vous le rappeliez tout à l'heure, presque par accident également Premier ministre de la République du Sénégal. Et autre surprise, j'ai renoncé à une fonction de grand commis de l'État également dans une institution internationale pour privilégier d'abord le travail à la tête d'un club de réflexion dans mon pays, puis ensuite une carrière politique qui démarre. Premier ministre, on peut être Premier ministre par accident?
Je dis Premier ministre par accident parce que je n'ai pas cherché à l'être. Je me suis impliqué, c'est vrai, dans une campagne plutôt, dans un soutien, sans jamais avoir recherché ou demandé une contrepartie à cela. C'était une manière de récompenser la famille Mbaye pour son soutien au candidat Macky Sall. Non, il n'y a pas eu de soutien de la famille Mbaye au candidat Macky Sall. Il y a Abdoul Mbaye, tout simplement, qui, à un moment donné, a considéré qu'il devait aller un peu au-delà de la critique habituelle de salon très chère aux intellectuels sénégalais. Au Sénégal, on parle plus de l'ancien directeur général de Orange, Cheikh Tidiane Mbaye, que d'Abdoul Mbaye, comme souteneur du candidat Macky Sall. Non, je ne pense pas. J'ai été largement plus impliqué que lui dans le soutien apporté au candidat Macky Sall. Ok. Oui, quand on parle avec Abdoul Mbaye, on est toujours enclin de parler de sa famille. Vous le comprenez également, ça? Ben oui, je l'accepte et je m'en réjouis à la limite, je m'en honore. Et être le fils de Kéba Mbaye, c'est quoi? C'est ça corse les choses, ou bien, c'est quoi? Ça donne quoi? Être le fils de quelqu'un. Écoutez, personnellement, je considère cela comme un gros privilège. Comme un gros privilège parce que... Vous ne le subissez pas? Non, je ne subis pas. Je l'accepte totalement et je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que simplement, et je le lui ai dit souvent, paix à son âme lorsqu'il vivait encore, en le remerciant de nous avoir donné un modèle de vie, un modèle de comportement social, un modèle de carrière à bâtir par le travail, par l'effort et non par la triche, un modèle par les priorités qu'il donnait à notre vie, s'occuper d'abord de l'éducation de ses enfants, s'occuper de sa famille, etc. etc. Donc c'est un gros privilège que d'avoir un guide, d'avoir eu un guide de cette qualité, de le garder encore aujourd'hui comme guide. J'ai l'impression qu'il me surveille. En préparant l'émission, naturellement, j'ai relu cette fameuse lettre. La lettre vous étiez adressée vous-même. Exact. Oui, c'est une lettre qui suscite pas mal de commentaires. D'accord. D'abord, est-ce que vous êtes conscient que la lettre a pu être utilisée par d'autres qui se sont mis à la place du fils de Kéba Mbaye dans leur fonction? Écoutez, d'abord, j'ai conservé cette lettre pendant près de 25 ans, sans jamais la montrer. Et c'est seulement au moment de sa disparition que je l'ai rendue publique. Bon, personnellement, c'est une lettre qui a guidé non seulement mon travail, ma carrière professionnelle, mais c'est une lettre qui, au-delà de ça, d'ailleurs, est une véritable leçon de vie. Et je me vraiment réjouis de l'avoir fait parce que presque tous les jours, ou alors au moins toutes les semaines, je rencontre des Sénégalais, des Africains et parfois même des Européens qui y font référence et sont heureux de l'avoir lu, me disent l'utiliser comme repère, me disent également l'avoir imprimé, photocopié et cela ne vous rend pas beaucoup plus prévisible. Cette lettre peut vous rendre service, oui, mais cette lettre peut vous rendre beaucoup plus prévisible par rapport à vos adversaires politiques. Oui, mais cela ne me gêne pas, parce que lorsque je l'ai publié, d'ailleurs, vous me faites penser à la réflexion d'un de mes anciens collaborateurs avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans 3 établissements différents. Il m'a appelé et puis il m'a dit « mais je viens de comprendre votre manière de gérer. Je viens de comprendre ce qui vous a inspiré et ce qui continue de vous inspirer. Donc tant que je considère que c'est sur la voie du bien, et c'est le cas, cela ne me gêne pas. » Il y en a qui, dans leurs commentaires, trouvent que c'est un papa protecteur qui parle à son fils, mais également quelque peu isolationniste, qui est distant des autres et qui pousse à son fils à être distant de son entourage. Vous répondez quoi? Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il sait qu'il a affaire. Quand il vous dit ne faites confiance à personne, même pas à moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire écoute tout le monde
mais prends ta décision seul. Écoute tout le monde, prends ta décision seul. Ça ne veut pas dire d'ailleurs ne tiens pas compte de ce qu'on t'a dit, parce que sinon, ce n'est pas la peine de les Refuser quelque chose à quelqu'un n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de la manière. Ah oui, mais ça, c'est la relation sociale sénégalaise, vous la connaissez mieux que moi. Il faut ménager les égos, les susceptibilités, mais il faut savoir être ferme également dans la décision que l'on prend. Oui, j'aime bien l'homme, donc raison pour laquelle je pose toutes ces questions. Mais rapidement, le livre quand même, le livre de Yérim Seck sur Kéba Mbaye, c'était commandité par la famille. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est une initiative de Cheikh Yérim Seck. Il nous a interviewés parfois, oui. Il a interrogé, il m'a interrogé moi personnellement. Je crois qu'il a interrogé également. Ah oui, 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 c'est lui-même qui a Et décidé. ceux qui disent qu'il y avait Abdou Latif Coulibaly qui avait été sollicité en premier pour écrire le même livre. Non, non, c'est pas. Non, ça, ce sont les histoires sénégalaises. Ah. Non, c'est pas le cas. Cheikh Yérim Seck s'est intéressé au juge. Il s'est intéressé d'ailleurs à la fondation Kéba Mbaye dès qu'elle a été créée. Il a pris cette initiative tout seul et il a interrogé des membres de la famille pour avoir des éléments. Oui, et la fondation est toujours là. La fondation est toujours là, évidemment. Non, pas en léthargie quand même. Non, pas en léthargie, elle travaille. Il faut savoir que, par contre, voilà, ça c'est très sénégalais aussi, hein, vous m'excuserez, Pape Cher, il y a eu, disons, il n'y a pas eu la cérémonie du prix de l'éthique. Donc l'attribution du prix de l'éthique n'a pas été faite l'année dernière, mais c'est tout, l'activité se poursuit. Bon, sans moi évidemment, parce que ayant décidé d'entrer en politique, j'ai également décidé de démissionner des instances. Ce qui peut se comprendre. Oui, notre invité, c'est Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre du Sénégal. Abdoul Mbaye, un style très décontracté. Ce dimanche, j'ai même envie d'enlever ma cravate, moi également. C'est mon papa, moi, qui m'exige la cravate. J'aime pas trop d'ailleurs. Oui, ça rappelle un peu Barack Obama. Oh, ça rappelle simplement une tenue de dimanche, disons. Vous avez des relents de Barack Obama, on vous l'a jamais dit? Ma fille, oui, il y a longtemps. Elle était toute petite et puis un jour, elle voit Barack Obama à la télévision. Et il y a mon épouse qui dit à côté, tiens, Obama. Et puis elle répète, papa Obama. Je suppose qu'elle l'avait fait. Obama? Si, vous souvenez-vous, il a visité le Sénégal, oui, il a été en visite officielle. Vous étiez Premier ministre? J'étais Premier ministre à l'époque et oui, je l'ai rencontré et nous avons une belle photo ensemble d'ailleurs. Oui, vous avez des traits quand même. L'actualité au Sénégal, c'est le dialogue politique. Le dialogue politique avec cette opposition dite significative qui ne veut pas y participer. Et le président Macky Sall qui a répondu que le dialogue va se poursuivre et le dialogue est en train de se poursuivre. Tout ceci vous inspire quoi? Écoutez, c'est un dialogue qui dure, hein, ce n'est pas un nouveau dialogue. Je crois que vous allez vous souvenir également qu'il a, en 2016, on a eu cette grande kermesse, là, c'est un peu sévère de dire... d'utiliser ce mot-là, mais cette grand-messe. Il y a eu ensuite des rencontres avec des délégations de Manko Wattu Sénégal. Qu'en est-il sorti? Je pense que vous la qualifiez d'opposition significative. L'opposition sérieuse a décidé de ne traiter que dans le cadre d'un dialogue sérieux. Un dialogue a été engagé en 2016. Mais commençons par en faire un bilan. Des points importants ont été évoqués, des requêtes essentielles ont été posées sur la table, qui vont d'ailleurs simplement dans le sens d'un processus électoral clair, transparent, non sujet à contestation après des élections tenues, mais qu'on nous fasse le bilan. Il y a eu dialogue, il y a eu des points qui ont été évoqués. Quelle suite a été donnée?
Ça ne veut pas dire que nous allons croiser les bras et puis se regarder en chien de faïence, non. Mais nous voulons un format qui puisse produire de l'efficacité et du progrès. Parfois, d'ailleurs, quand je dis progrès, c'est progrès par rapport aux dernières élections, progrès par rapport à la situation instaurée par le régime de Macky Sall et ses alliés, mais c'est souvent parfois retour aux conditions ex ante qui étaient des conditions de vote libre, transparent, et malheureusement, il y a recul démocratique, c'est clair, cela passe par les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. Évidemment, on ne peut pas taire non plus toutes ces actions judiciaires engagées contre les opposants et qui nous ramènent à d'autres temps. Mais il faudra convaincre quand même l'opinion de cette attitude. Oui, c'est présenté comme la politique de la chaise vide, adoptée par cette opposition que vous considérez d'opposition sérieuse. Et pour l'opinion, dans l'imagerie populaire sénégalaise, il faudrait se mettre autour d'une table pour discuter des choses essentielles qui intéressent le Sénégal. Il reste un problème de communication. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit sur la base d'une enquête d'opinion que vous affirmez que l'opinion sénégalaise exige que il y a simplement des autorités de ce pays, des autorités religieuses en particulier, qui ont insisté pour que ce dialogue ait lieu. Il aura lieu, il faut échanger sur des questions essentielles, mais on ne va pas reproduire des schémas qui n'ont pas produit d'efficacité. Là est la question. Donc il faut trouver des formules qui peuvent permettre d'obtenir des résultats. Parce que quand même, appeler à s'asseoir à une table, vous vous êtes déjà assis face à une personne ou des personnes qui ont prouvé qu'elles ne tiennent pas compte de vos requêtes, de vos soucis, qui font tout à fait le contraire de ce que vous recherchez, ça veut dire qu'il y a un problème. Je pose une question. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, comme en 1992, ce fut le cas avec le juge Kebambaye dont vous rappeliez la mémoire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'aller à un dialogue avec présence d'un arbitre fort, ou même de plusieurs arbitres? Quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, et cela a été prouvé plusieurs fois, comprenez quand même que l'on réchigne à aller s'asseoir à une table de dialogue avec lui. Et seul, c'est pas possible. Seulement, la majorité poursuit son agenda. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a reçu ceux qui veulent bien participer à ce dialogue. Et lui, il a sa feuille de route également. Ils sont en train de se concerter sur les modalités d'une élection ici au Sénégal, de la tenue d'une élection. Sans vous. Mais oui, mais on est attentif, on va voir. Mais nous aurons des exigences et nous verrons comment les faire passer. Mais certainement pas en refaisant ce qui n'a pas produit de résultat hier. On ne va pas faire du bis et repetita. Je ne suis pas une marionnette qu'on appelle au son de la trompette. C'est une question de confiance. Ah, c'est une question de confiance. Grosse question de confiance. Oui, la réponse peut-être à ce dialogue, c'est votre nouvelle entité. Oui, 14 formations politiques, dont la vôtre, ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. 14 formations politiques pour constituer un nouveau bloc. C'est ça votre réponse? Écoutez, un nouveau bloc, oui, mais n'oubliez pas que ce sont quand même les mêmes préoccupations qu'hier avec Manko Wattu Sénégal. Nous considérons qu'il est important de faire respecter la loi dans notre pays, en matière électorale ou autre, parce que malheureusement, les dérives sont nombreuses sur de nombreux sujets. Et dans la mesure du possible, tirer les leçons de certains aspects constatés. J'ai passé ma matinée du dimanche à parcourir des bureaux de vote pour remettre à l'endroit les bulletins de vote de la coalition Dioyanti.
Pourquoi? Parce que sur le recto, il y a la photo de la tête de liste, sur le verso, il n'y a pas la photo. Comme c'est un signe de reconnaissance, les bulletins étaient systématiquement mis sens dessus-dessous. Non, ce n'est pas possible. Il y a des points techniques importants qu'il faut revoir, et il y a des questions essentielles qui sont liées notamment à l'accès aux cartes d'électeurs par l'ensemble des Sénégalais, et notamment les primo-inscrits, parce que nous avons alerté les autorités, y compris les autorités religieuses, par une lettre en arabe, dès la mi-2016, en attirant leur attention sur le fait que l'objectif qui était recherché, c'était de ne pas distribuer suffisamment de cartes. Évidemment, c'est ce qu'on a constaté, c'est pas le fruit d'un hasard. Aujourd'hui, il faut que sur le plan technique, sur le plan de l'information donnée aux Sénégalais, on arrive à permettre à qui veut voter de voter. Le problème est multiple, donc sur le plan technique, sur le plan éthique, sur le plan de l'information, mais également par rapport à votre attitude. Vous étiez dispersé à la veille de ces législatives. Ce nouveau bloc, c'est pour éviter ces types d'erreurs, non? Non, pas du tout. Vous savez, au Sénégal, évidemment, on nous a habitués à des coalitions où on mélange les torchons, les serviettes, les chiffons. Non. Et nous sommes quelques-uns au sein de l'opposition à le considérer, nous pensons que la vraie coalition politique doit regrouper des partis qui pensent la politique de la même manière et qui conçoivent un projet de société ou des projets de société qui sont proches l'un de l'autre. Malheureusement, au Sénégal, vous voyez, c'est le cas aujourd'hui, vous avez une coalition, vous avez des libéraux, l'extrême gauche, le centre, le socialiste, etc. On est dans des logiques de partage du gâteau. Ce n'est pas notre conception de la politique. Par contre, quand il s'agit de défendre la démocratie, d'empêcher le recul et parfois même de le rattraper, parce que là, on est en situation de recul démocratique, à ce moment-là, toutes les forces de l'opposition sont concernées. Donc nous ne sommes plus dans les mêmes schémas. Tous ensemble pour empêcher les dérives, tous ensemble pour imposer un jeu démocratique ouvert, transparent, clair, mais par contre, on choisit avec qui on peut composer, constituer une coalition politique. C'est clair. Ça fait partie des principes de l'émission. Une courte pause pour de la pub avant de revenir.